alors qu'une partie du mouvement des Gilets jaunes a remis une lettre ouverte au président de la République, les contestataires entament leur 8e samedi de mobilisation. Un phénomène qui, malgré une légère baisse, aura changé la face du quinquennat Macron. Les actes anti-chrétiens en forte hausse en 2018, alors que les attaques contre l'islam et le judaïsme sont passées à la loupe dans la presse généraliste, le rapport annuel de l'Observatoire de la christianophobie vient démontrer une nouvelle fois que le christianisme est la religion la plus stigmatisée de France. Madame, Monsieur, bonsoir. C'est devenu une habitude sur TV Liberté pour notre édition du vendredi soir. Mobilisation des Gilets jaunes et cette fois-ci, c'est l'acte 8 du mouvement. Le président de la République a également reçu une lettre ouverte du groupe La France en colère. Et alors que les mobilisations semblent baisser, la détermination de nombreux Français semble en revanche intacte. Et de 8 pour les Gilets jaunes, samedi, pour la 8e semaine consécutive, des Français se rendront dans les rues de leur ville et de leur campagne, sur les ronds-points et les péages, pour manifester leur ras-le-bol fiscal et pour beaucoup leur rejet de l'exécutif, mais aussi du président Macron. Parmi les groupes constitués, La France en colère, dont font partie Éric Drouet et Priscilla Ludowski, une organisation qui appelle à manifester samedi à Paris notamment, devant l'hôtel de ville, et qui a remis un courrier au président de la République dans lequel ils affirment leur volonté d'aller plus loin. Cette lettre ouverte fait également état de la défiance persistante des Gilets jaunes après les vœux présidentiels. Les auteurs refusent le débat voulu par Emmanuel Macron, un débat dont il serait le seul maître, et ils préfèrent réclamer la nomination d'une personne respectable pour commencer les discussions. Des revendications qui ne mollissent pas face à l'exécutif, et pour cause, la cote de popularité du président est au plus bas. Les mécontents se nourrissent également des erreurs de communication de personnalités de la majorité, désormais honnies par les Français comme Gérald Darmanin ou encore Aurore Berger. Autre élément qui tend à renforcer la détermination des manifestants, les violences policières et les arrestations souvent jugées abusives. Entre le 17 novembre et le 17 décembre, 216 personnes ont été incarcérées dans le cadre de ces manifestations, un record auquel on peut ajouter 4750 gardes à vue, 1567 à Paris et 3003 en région. Une diligence de la part des autorités qui étonne de nombreux Français qui voient quotidiennement les forces de police et le système judiciaire être beaucoup plus souples face au terrorisme ou aux délinquants. La mobilisation de samedi devrait donc être moins suivie, mais les manifestants présents pourraient bien être encore plus déterminés. L'arrestation d'Éric Drouet mercredi, ressentie comme arbitraire par le mouvement, et l'arrogance de la majorité et du président pourrait aussi permettre d'alimenter la flamme. Tout l'enjeu sera de maintenir la pression jusqu'au premier bulletin de paye, avec l'impôt à la source, et de compter sur de nouvelles bourdes et déclarations mal senties de l'exécutif. Pour cela, le mouvement peut être serein. Et après une année 2018 mouvementée, les politiques portaient avec leur voix de nombreuses ambitions. Loin de la déconnexion d'Emmanuel Macron, l'opposition a choisi de dresser un constat accablant de l'action du président sur fond persistant de gilets jaunes. 2019 ne doit pas être pire que 2018. C'est en substance l'idée qui se distinguait des vœux pour la nouvelle année de la majorité des politiques. Une certitude, les Gilets jaunes ont tissé la toile de fond de toutes les interventions. Nicolas Dupont-Aignan, le président de Debout la France, a même choisi d'enregistrer sa vidéo en province sur un rond-point près d'Auxerre avec un groupe de Gilets jaunes. Mes chers compatriotes, j'ai souhaité vous adresser mes vœux de ce carrefour de l'Europe à Auxerre, dans l'Yonne, en reconnaissance du courage et du dévouement des Gilets jaunes. Tout a été fait pour salir ce mouvement des Gilets jaunes, pour salir leur juste combat à cette crise structurelle de notre pays. Je propose des solutions structurelles, de vraies solutions, complètes. Par exemple, on veut vous faire croire qu'il n'est pas possible d'augmenter le pouvoir d'achat. Mais si, il est possible de réindexer les pensions de retraite sur l'inflation. Oui, il est possible d'augmenter raisonnablement le salaire net des Français. Mais pour cela, il faut bien sûr faire des économies, lutter contre les gaspillages, et puis tout faire pour que la production en France soit moins taxée, et qu'en revanche, ceux qui ne payent pas d'impôts par l'évasion, la fraude fiscale, soient à nouveau taxés.
Justice sociale et soutien franc au mouvement des Gilets jaunes, un soutien que d'autres politiques n'ont pas osé exprimer aussi franchement. Une distance que Marine Le Pen ne s'est pas imposée. En effet, la présidente du Rassemblement national s'est réjouie de l'avènement du mouvement populaire. L'occasion de faire un constat accablant de la politique menée par Emmanuel Macron au fil de ses 18 premiers mois de mandat. Mesdames, Messieurs, chers amis, l'année qui vient de s'écouler fut une année pour le moins particulière. Elle est aussi venue enseigner à ceux qui l'avaient oublié que l'histoire d'un peuple pouvait s'emballer, au point parfois d'échapper aux logiques huilées de pouvoirs trop sûrs d'eux-mêmes, trop distants, trop enfermés dans leurs certitudes. Réjouissons-nous qu'à l'occasion du mouvement populaire des Gilets jaunes, le peuple français se soit levé, ait exigé la légitime considération qui lui est due, ait osé engager l'indispensable rapport de force politique sans lequel, face à un pouvoir buté, il n'y a aucune avancée possible. Ce grand mouvement fraternel des Gilets jaunes a trouvé une formidable résonance et une approbation générale au sein de la nation tout entière. Il témoigne d'une profonde souffrance du peuple, d'une désespérance sociale et d'une exaspération fiscale, d'un sentiment de dépossession et de déclassement sur lesquels nous alertons depuis des années et qu'aujourd'hui personne ne peut plus ignorer. Du côté de Laurent Wauquiez, le président des Républicains, on a toujours des difficultés à imprimer une image. La vidéo de ses vœux a directement été postée sur le réseau Twitter. Sapin de Noël et crèche en arrière-plan. L'objectif pour le patron de la droite parlementaire était clair, revenir dans le champ des adversaires crédibles à Emmanuel Macron. Au programme, retour à la tradition pour satisfaire les conservateurs déçus, critique de l'immigration hors contrôle et petit pic au passage pour ses anciens camarades partis à La République en marche. L'arrivée des fêtes va faire du bien. Se retrouver en famille, prendre du temps, partager, on en a tous besoin. Et on en a d'autant plus besoin qu'on a envie de retrouver des solutions, on a envie de retrouver de l'espoir. Parce que la fin d'année était difficile. Les tensions dans le pays, le désarroi des retraités, de ceux qui travaillent, exprimé au moment des Gilets jaunes, l'attentat de Strasbourg. Et ce sentiment que le président de la République n'entendait pas, ne comprenait pas, ne voyait pas. Pourtant, je suis convaincu qu'on peut trouver des solutions ensemble. Dès le début, tout au long de l'année, on a tiré les signaux d'alerte. Personnellement, je n'ai jamais cru aux illusions du macronisme. Parce que je garde cette conviction qu'il faut avoir le courage de prendre quelques mesures de bon sens pour faire renaître notre pays. Faire en sorte aussi de rappeler qu'on ne peut pas accepter ni le communautarisme, ni l'immigration de masse, que c'est à celui qui vient de s'adapter au fonctionnement de notre pays et de le respecter. Pour d'autres partis moins médiatisés, les vœux sont aussi l'occasion de s'adresser directement aux Français via les réseaux sociaux. Le président de l'UPR, François Asselineau, a ainsi proposé avec pédagogie un retour sur les grands événements de l'année 2018. La crise des Gilets jaunes était bien sûr au programme. À toutes et à tous, je souhaite d'ores et déjà le meilleur réveillon possible et je leur souhaite tous mes vœux de bonheur, de santé pour la nouvelle année 2019. L'année 2018, comme tous les ans, a été une année de bruit et de fureur, ponctuée d'événements sympathiques, parfois drôles, et puis d'événements tragiques, parfois affreusement tragiques. Monsieur Castaner, le ministre de l'Intérieur, dont il faut rappeler, je suis le seul à le rappeler, qu'entre 18 et 21 ans, il était un des grands proches de l'un des parrains de la pègre du sud-est de la France, un certain Christophe Oraison. Donc ce monsieur Castaner, qui est à la tête du ministère de l'Intérieur, probablement en lien direct avec monsieur Macron, a décidé d'utiliser contre la population française des grenades explosives, des armements qui sont très dangereux, qui ne servent même plus au maintien de l'ordre et qui sont d'ailleurs interdits d'usage pour réprimer les manifestations dans tous les pays civilisés autour de nous. Tout ceci pour dire donc qu'il faut faire très attention aux dérives policières actuelles et à la tentation de Macron et de Castaner d'entraîner la France vers une guerre civile qui ne dit pas son nom. Du côté du Parti de la France de Karl Lang, on a opté pour un format différent des autres politiques. En effet, le mouvement proposait en guise de vœu de nouvelle année un retour sur l'histoire de France sous le signe de la résistance.
8 années noires pour les actes antichrétiens. Avant même l'ajout des mois de novembre et décembre, les actes d'hostilité à l'égard des lieux de culte chrétiens, de dévotion ou encore des écoles ont connu une hausse de plus de 13%. Les actes antichrétiens n'en finissent plus de progresser en France. Alors que l'année 2018 vient de s'achever, un rapport de l'Observatoire de la christianophobie tire la sonnette d'alarme. Pour la seule période allant de janvier à octobre 2018, les atteintes aux sites chrétiens ont augmenté de 13,6% sur le territoire. Avec un phénomène qui s'étend de plus en plus, car le nombre de départements touchés a également progressé de 20,6%. Pour les 10 premiers mois de l'année écoulée, c'est pas moins de 250 actes graves qui ont touché quelques 76 départements différents. Pour recenser ces dégradations, l'Observatoire de la christianophobie comptabilise les actes commis contre des églises, des lieux de culte, de dévotion et de mémoire, mais aussi les écoles et les sites internet chrétiens. La synthèse cumulée des 10 premiers mois de l'année 2018 reprend ainsi des éléments typologiques et géographiques. Côté synthèse typologique, ont été recensés pas moins de 56 églises, chapelles et lieux de culte vandalisés et 57 vols, quand 23 cimetières ont été profanés, des actes qui dépassent largement les atteintes contre toutes les autres religions présentes sur le territoire national réuni. Côté synthèse géographique, le Grand Ouest est la région la plus touchée avec pas moins de 7 actes antichrétiens, chacun pour les départements du Morbihan et de la Loire-Atlantique, quand la Vendée en était déjà à 5 et le Finistère à 4. L'Est du pays n'est pas en reste, avec notamment la Moselle et le Haut-Rhin, avec respectivement 5 et 4 actes recensés. Triste tenant du record de l'exercice, la Saône-et-Loire, avec 8 actes antichrétiens. La synthèse proposée par l'Observatoire de la christianophobie et son rédacteur en chef Daniel Amiche démontre une animosité montante à l'égard du christianisme en France, une animosité pourtant peu évoquée dans la presse généraliste qui, à contrario, passe à la loupe les actes touchant les communautés musulmanes et israélites. En matière d'actes antichrétiens, les 10 premiers mois de l'année 2018 ont donc amplifié une tendance forte, une tendance que les autorités ne semblent cependant pas prendre au sérieux. Et passons à présent à l'actualité en bref. Nouveau scandale, Facebook, le réseau social le plus utilisé au monde, recevrait les données d'une vingtaine d'applications sans le consentement des utilisateurs. Les applications visées sont notamment TripAdvisor, Kayak, Skyscanner et MyFitnessPal. Le patron de Facebook, Mark Zuckerberg, se défend en reportant la faute sur les développeurs. Le géant du numérique pourrait cette fois ne pas s'en tirer à bon compte puisque le règlement général sur la protection des données, entré en vigueur en mai dernier, fixe un cadre beaucoup plus strict en la matière. Google n'a pas de gilet jaune, mais visiblement l'entreprise a un problème de consentement à l'impôt. Alors que le géant américain a des filiales partout en Europe et aux États-Unis, chaque année semble donner lieu à un concours pour optimiser son évasion fiscale. On apprend ainsi que ce serait près de 20 milliards d'euros que la firme aurait déclaré en 2017 aux Bermudes, un paradis fiscal où les bénéfices des entreprises ne sont pas imposés. La transaction est visiblement passée par une société écran basée aux Pays-Bas. Rappelons que la France a affirmé que les GAFA seraient imposé dès 2019, y compris si l'Union européenne ne trouvait pas d'accord à temps. D'ici là, gageons que Google aura trouvé de nouvelles pirouettes. Les principaux périodiques américains piratés. L'attaque concerne des journaux comme le Los Angeles Times, deuxième titre le plus lu du pays avec 800 000 lecteurs, ou encore le Chicago Tribune et son demi-million d'exemplaires écoulés quotidiennement. Le piratage informatique a tout simplement empêché la distribution dans tout le pays. L'attaque aurait eu pour but de paralyser l'activité de l'entreprise Tribune Company, propriétaire des titres. Après une attaque contre le Wall Street Journal le 18 décembre dernier, il semblerait que la grande presse traditionnelle américaine peine à se mettre à l'heure du numérique. Alain Juppé n'est plus républicain. Le maire de Bordeaux n'a pas payé sa cotisation au parti de Laurent Wauquiez depuis 2017. Les statuts du mouvement faisant état que le non-renouvellement de la cotisation au parti à 2 reprises fait perdre la qualité d'adhérent, le chef de la Belle Endormie ne peut donc plus être considéré comme tel. Alain Juppé a à plusieurs reprises expliqué qu'il n'avait pas quitté LR mais qu'il voulait prendre un peu de recul pour voir l'évolution du mouvement. Le recul s'est donc bel et bien transformé en sortie définitive.
Marin enfin décoré comme un héros, le jeune homme de 22 ans a été fait chevalier de la Légion d'honneur pour services exceptionnels. En effet, en novembre 2016, Marin Sauvageon a été victime d'une agression après avoir voulu défendre un couple qui s'embrassait dans la rue à Lyon alors qu'ils étaient pris à partie par 5 individus. Le jeune homme a été violemment frappé et laissé pour mort dans la rue. Après 2 semaines passées dans le coma, Marin s'est réveillé avec de lourdes séquelles physiques et psychologiques qu'il gardera malgré les nombreuses opérations déjà subies. Le courageux jeune homme s'est réjoui de sa décoration qui lui donne davantage de force. Comme chaque vendredi, vous pouvez vous procurer le quotidien présent de fin de semaine à la une, les Français appauvris. Et dans un instant, notre Zoom du jour, notre envoyé spécial Raoul Weiss nous emmène en Géorgie à la découverte d'une école fondée sur un modèle de pédagogie illibérale. À une vingtaine de kilomètres de cette ville festive et bariolée, où se sont installées depuis longtemps les ONG de George Soros, dans les collines au sud-ouest de Tbilissi, je découvre le village de Kiketi, où règne une toute autre ambiance. C'est au flanc de ces collines que s'est ouverte en 2009 l'école Jakob Gogebashvili, à ne considérer que son aspect extérieur, assez luxueux et ouvertement inspiré du style britannique, on pourrait croire qu'il ne s'agit que d'une école privée de plus, où les gagnants de la transition post-communiste cherchent à mettre leur progéniture à l'abri des ravages causés par la détérioration qualitative des systèmes d'enseignement public hérités de l'époque communiste. En réalité, cet aspect extérieur relativement conventionnel cache une expérience éducative des plus originales. Et ce soir, retrouvé immédiat, Jean-Yves Le Gallou et Nicolas Faure évoquent les gilets jaunes contre les médias, les véhicules incendiés lors de la nuit de la Saint-Sylvestre et les éditorialistes et Emmanuel Macron. Dimanche, Jean-Pierre Mogendre vous donne rendez-vous dans un terre de mission consacré à l'informatique. Et tout de suite, une nouvelle chronique de la France de Campagnole avec Christian Combaz. C'est maintenant la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Bonne fin de semaine à tous. À lundi. Bonsoir. Il y a une chose qu'on mesure pour une fois bien plus en banlieue parisienne ou autour des petites villes que dans la campagne, c'est à quel point les nuits de veille, ou plutôt le plus souvent les fins d'après-midi de permanence des gilets jaunes au milieu ou aux abords des ronds-points, leur réchauffent le cœur, à quel point ils sont contents d'être ensemble et de se parler de leurs difficultés, comme dans une pièce de Bertolt Brecht. D'ailleurs, la première chose qui frappe, c'est la correspondance entre ce qu'on voit et ce qu'on entend autour des Brasero, là sur les ronds-points, sous les toits de tôle, et le théâtre engagé, un peu navrant, un peu émouvant des années 70, où les gens se découvraient une âme poétique, paysanne, pacifiste, ouvrière, messianique sur le Larzac, et par exemple, quand ils se réunissaient à 40 autour d'un grand feu pour faire des collectifs, pour parler de leur lutte et pour prononcer des phrases creuses, bourrées de haut niveau 2, parce que c'était la grande expression à l'époque. Mais quand les gens sont très abîmés par la vie comme ça, quand ils sont sincères, on a du mal à leur en vouloir pour tout ça, alors que parallèlement, on en veut au contraire terriblement à ces badernes septuagénaires ex-trotskistes de 68 qui sont devenus tous plus ou moins consultants sur BFM ou sur LCI, les Jean-Luc Manot, les Cohn-Bendit, les Romain Goupil, qui normalement, s'ils avaient gardé la faveur un peu généreuse de leur jeunesse, devraient aller boire un café bouillant avec les déclassés en colère, là, mais qui débarquent en fait dans les studios des chaînes du câble à 19h30, le cheveu teint, le sourcil noir, éventuellement la cravate impeccable, pour aller engueuler un gréviste quelconque qui lui cherche ses mots en lui disant « Quittez toi pour représenter le peuple, qui représente-tu ?» etc. et en défendant Emmanuel Macron parce qu'il a pris soin, en arrivant au pouvoir, de ménager tous ces apparatchiks de la pensée de gauche, donc leur salaire, leurs privilèges, etc. Donc on a ce paradoxe, après 40 ans, des anciens 68ards nantis, ultra nantis même, qui refont surface en ce moment comme experts, même Serge July, l'ancien directeur de l'IB, avec leur salaire énorme ou leur retraite imposante, et qui viennent juger souvent très durement
mettre en garde, menacer de pauvres gens tout cabossés par la vie qui font le succès du mouvement en ce moment. Et pour quelles raisons font-ils de ce mouvement un succès? Et là j'y reviens, Gustave qui les connaît bien et qu'on ne voit pas beaucoup ces jours-ci parce que justement il va parler avec eux à la sortie d'Albi ou de Montauban. Gustave, notre bouquiniste, me dit c'est quand même un mouvement qui n'est pas prêt de s'essouffler, contrairement à ce que pense la presse, repu de subventions, parce que les gens ont retrouvé par hasard une fraternité un peu maladroite, un peu désordonnée, qu'il y avait, par exemple, en Italie, que j'ai bien connu les jours de grève il y a longtemps, il y a 30 ans, ou dans les débuts du mouvement Cinque Stelle et de Beppe Grillo. C'est indéfinissable. En fait, tu as l'impression qu'ils sont contents d'avoir échappé à la solitude, à la télé, à leur sort de divorcer un peu minable pour vivre une aventure du cœur, une fraternité un peu biblique. Les gilets jaunes, c'est les catacombes de la solitude moderne. En fait, tous ces gens qui rentrent pas chez eux et qui préfèrent se les cailler, je commence à les connaître. Ils restent jusqu'à 11 heures en sortant de leur usine, ils mangent une saucisse au lieu de se planter devant leur télé, et ensuite ils boivent du vin ensemble, et c'est comme s'ils retrouvaient la famille qu'ils ont perdue, ou qui ne voient que l'été, ou la parole en plus se libère, c'est comme une psychanalyse. En plus, les télés, les radios viennent s'intéresser à eux, ce qui est toujours gratifiant. Mais apparemment, hélas, comme les jeunes journalistes qu'on leur envoie rentrent à la rédaction trop favorables à ce qu'ils viennent de voir et d'entendre, les rédacteurs en chef en rajoutent des tonnes dans le genre « ça s'essouffle, ça nuit à l'économie », etc. Et j'ai entendu 2 témoignages, me dit-il, de ces jeunes journalistes radio qui m'ont dit « mais tout est coupé, c'est dégueulasse ». En fait, si j'ai bien compris, les 3/4 des gilets jaunes travaillent pendant la journée, ils viennent quand même le soir ou entre midi et 2, et c'est comme s'ils réveillaient là la France des bistrots dans des endroits où il n'y a plus aucun bistrot. Et là, j'avoue que j'ai remarqué moi aussi ça sur un rond-point en région parisienne, dans le sud de Paris, à l'entrée d'un énorme centre commercial, pas très loin de l'endroit où j'habite, un lieu vraiment déshérité où on ne va normalement qu'en voiture, où il n'y a que des magasins d'usines, des entrepôts du bricolage, des boulangers, des darkis, des Fnac. Eh bien, on voit depuis plus d'un mois des gens contents d'être ensemble, au milieu de nulle part, comme ça, qui ont bâti un véritable petit café avec des planches. En somme, une partie des revendications qui s'étoffent en ce moment provient de cette expérience commune, imprévue, imprévisible. Ils commencent à se rendre compte que ce qu'ils ont perdu, en laissant disparaître la France où on n'avait pas besoin de voitures ni d'ordinateurs pour exister et pour se parler.